Elle fait du bien, les gars, cette victoire. Quelle fait du bien. Dans le contexte, évidemment, parce qu'on était face à un adversaire historique, le l'OGC Nice, et donc pour les 125 ans du club et des supporters, pour les 40 ans des supporters, donc le Commando Ultra et les MTP, l'OM gagne 2-0. On ne pouvait pas rêver mieux, en plus, contre un rival sportif de cette année. Voilà, Mopé, l'enfant de Nice qui crucifie le gym au Vélodrome. Bon, globalement, tout ça, c'est assez satisfaisant, même si dans le contenu, c'est assez pauvre, on va en discuter, avec, à mon sens, un arbitrage qui s'est un peu délité au fil de la rencontre. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux. On a Instagram, on a TikTok et évidemment sur Twitter et sur notre YouTube pour pas rater toutes les séquences voilà, dont on peut discuter sur les débriefs et sur Dans la zone, notre nouvelle hebdomadaire où il y a souvent ces intervenants. Iliane, bonjour Iliane, j'espère que tu vas bien avec cette victoire. Bah écoute, ouais, de toute façon, moi, quand on bannit, ça, je vais toujours bien. Donc, hâte de débriefer parce qu'il y a quand même des choses à dire sur le contenu. Il y a Samy aussi. Samy, bonjour. Ouais, toujours là. Très content d'avoir gagné le rival, le voisin niçois, même si effectivement il y a pas mal de choses à dire sur le contenu. Ouais, bah les gars, on va passer tour à tour, on va dire le mot du match. Comment vous définiriez ce mot ce match pardon, en un seul mot? Eh bah écoute, je me permets de prendre le lead, Martin. Prends le lead. Heu, moi, j'ai mis du temps à choisir mon mot, mais au final, moi, j'ai choisi le mot clivant. Pourquoi? Parce que, je ressors de cette, victoire avec 2 états d'esprit. Le premier, bah, c'est bien sûr celui d'avoir gagné. C'était un jour de fête, le Vélodrome était au rendez-vous. Le résultat, également. Mmh. Maintenant, je suis très insatisfait et cette victoire nous a montré quand même qu'on était, seulement au début d'un projet, qu'il va falloir être patient, qu'il n'y a pas encore tout qui est mis en place, qu'on n'a pas tous les automatismes et la première mi-temps est presque inquiétante quand on sait que c'est notre premier match face à un gros et qu'on aurait pu largement repartir, au moins en première mi-temps, avec ouais, une petite valise. Donc l'OM s'impose, oui, mais à ne pas oublier, certains détails. OK, toi de ton côté, Samy, qu'est-ce que tu nous dirais? J'en fais le même constat que Iliane. Moi, le mot que j'ai choisi, c'est pragmatique, parce qu'on a un OM qui ne brille pas, en tout cas qui ne brille pas autant que sur les 3 premiers matchs. Mais on a un OM qui prend les 3 points, donc on a ce côté pragmatique, efficace, létal devant le but, avec aussi un très beau but de Luis Enrique. Mais effectivement, l'OM bousculé en première mi-temps, qui est monté en puissance après en deuxième mi-temps, et c'est ce qui nous a permis de faire le break. Mais effectivement, on sent qu'on est encore sur le début d'un projet et que l'OM a des difficultés et va devoir faire face à tout ça sur les prochains mois. OK, bah, moi je dirais, pour vous compléter les gars, suffisant, parce qu'en 1re période, on a été un peu muselés. Bon, suffisant, c'est pas forcément le mot de la première période, je dirais que c'est plus le mot de la seconde période. Après le but de Luis Enrique, je nous ai trouvés un peu en dedans, alors que finalement les Niçois avaient baissé de rythme et malgré ça, on a ressenti un peu la pauvreté du jeu d'aujourd'hui. Parce que nos attaques, on les menait pas à bien, avec des fautes, des erreurs techniques un peu évitables. Donc voilà, moi je pense qu'on aurait pu faire mieux là-dessus. Suffisant, mais en vrai, on gagne bien avec la manière, donc enfin pas avec la manière, plus avec le cœur, je dirais. Et Ça donc ça c'est cool. Bah, on a un exercice qui est assez sympa, c'est l'homme du match. Vous désigneriez qui? Je sais qu'on va pas trop être d'accord. On va commencer par Samy, du coup. Alors moi, l'homme du match, j'ai mis du temps à le trouver parce que j'ai pas senti un joueur qui se démarque plus des autres. Mais pour rejoindre un peu sur ce que je disais sur le côté pragmatique, je dirais Rouli, parce qu'en fait, il t'a évité quand même de te faire rejoindre au score et peut-être même pire. Ouais, il est Euh, un peu chanceux quand même. Il est un C'est peu ce qu'on chanceux, disait. mais à un moment donné, chanceux. Je connais des gardiens qui, ces dernières années à l'OM, n'ont pas été chanceux. Donc lui, il a été. Ça fait du bien après 3 saisons sans gardien de but, ça fait du bien de retrouver un gardien de but tout simplement dans les cages de l'Olympique de Marseille, qui te fait gagner des points. Je ne savais plus que ça existait. Donc Rouli, homme du match ce soir pour moi. Toi, tu désignerais quelle action, justement qui te fait dire ça, là où tu t'es dit: «Ah putain, OK, là Rouli, il te sauve le match»? L'action du coup franc où il me semble qu'il la touche. Je sais pas si c'est lui qui la repousse ou si c'est un poteau. Mais ensuite, après, il y a un joueur niçois qui la reprend et
même pas 2 mètres du but. Ouais. Et en fait, il couvre sa cage et il a cet arrêt, je crois. Je sais pas comment il arrête, si c'est des mains ou du torse, mais il s'interpose et ce but, ils peuvent revenir, je crois, on n'avait pas encore mis le but du break, hein, ils reviennent à 1-1 à ce moment-là, c'est en tout début de Mm. seconde période et ça peut te changer complètement le match. Et je pense qu'à ce moment-là, il met un gros coup derrière la tête au Niçois et il donne plus de confiance. Ah bah d'ailleurs, je parle du but, enfin, je parle d'action et je la vois apparaître là. Ça donne Mm. beaucoup de confiance aux Marseillais parce qu'ils se disent, voilà, on a un gardien qui fait le taf derrière, ça nous rassure. Et derrière, ça te permet aussi de garder le score et ensuite d'aller faire le break. Donc, c'est cette action que je retiens, entre autres. Moi, je trouve qu'il sort assez bien. Voilà, dans ses sorties, il est assez, rassurant. Par contre, il y a quelque chose, moi, qui me fait un peu douter, c'est, bah, justement, toi, tu parlais de l'action du coup franc. Voilà, il plonge, mais il la relâche. Il y a une autre action où il relâche le ballon. Des fois, il peut être un peu douteux là-dessus. Je me dis: «Est-ce que si les attaquants niçois sont pas un peu maladroits comme le très marseillais, Evan Guessant, ce soir, est-ce que, ça peut être un peu plus problématique, Ilian?» Écoute, moi j'ai ressenti que Rully, justement, c'est quelqu'un qui est assez détendu. Et je trouve en fait qu'il a fait preuve un peu de suffisance, enfin, notamment sur le coup franc, où il est quand même assez à l'aise. Il la relâche et il se dit, bon, de toute façon, je l'aurai. Enfin, c'est pas quelqu'un il inspire la confiance. Mais du coup, moi je trouve que c'est un peu excessif. Toutes les actions où il est censé la capter, en fait, je pense qu'il l'a et il la relâche. Et puis de toute façon, il l'a après, où il y a le poteau. Ouais, Ouais. moi je te rejoins un peu là-dessus. Mais Et du coup, maintenant, c'est pas Rouli ton homme du match? mais non, moi ce n'est pas Rouli, même si il est deuxième, hein. Il est deuxième et je rejoins tout à fait Samy. OK. Petite parenthèse, pour moi, si on prend l'homme du match, il n'est pas forcément olympien. Je ne porte pas dans mon cœur, mais ce qu'a fait Melvin Barr aujourd'hui, c'est quand même une Ah ouais? grosse. Ah ouais, ouais. Tu Pour moi, sens qu'avec Hez, il prend une autre dimension? ouais, et puis on l'attendait sur le duel face à Greenwood, et pour moi, il a plus que remporté son duel. Ouais. Donc voilà, c'était la On en parenthèse. reparlera d'ailleurs. Ouais, ouais, On pardon. parlera de Greenwood justement. Mais si on doit citer un Marseillais, bah, c'est notre capitaine du jour, c'est Pierre-Emile Hojbjerg. On le dit qu'il va monter en puissance tout au long de la saison. Moi, j'y vois, on se répète, mais le tandem du projet. Et aujourd'hui, quand ça n'allait pas bien, quand en première mi-temps on souffrait, et ben, c'était l'un des seuls qui sortait la tête de l'eau, l'un des seuls qui essayait de donner du rythme, d'accélérer le rythme des passes. Il a aussi pas Mmh. mal accompagné Kondogbia lorsqu'il fallait sortir sur le marquage individuel. Donc, non, pour moi, c'est le plus impressionnant. Euh, je m'avance un peu, hein, mais il me rappelle un peu Luis Gustavo, mais dans la période. Oui, là, tout de suite, on part très loin. Et, la période où il portait un peu l'OM tout seul, bah là, j'ai reconnu ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus. Voilà, pour moi, il n'est pas marseillais, l'homme du match en soi. OK. Bah, là où je suis extrêmement d'accord avec toi, c'est, bah, sur la prise de responsabilité. Je sais qu'il y a une séquence qui m'a marqué dans les 15 premières minutes où on patauge, on bafouille un peu notre jeu. Il vient et il va proposer directement une solution dans la surface, alors qu'il est quand même, milieu, dans la surface à Geronimo Rulli dans une phase de relance et il tente une passe, en une touche assez risquée, vers, Valentin Rongier. Faut faut le faire quoi, faut prendre ses responsabilités et puis même dans les retours défensifs, il a jamais levé le pied et on voit qu'il a été très efficace là-dessus. Donc moi je te rejoins là-dessus et toi, Samy, tu es dans le groupe Massilia Zone, tu as pas mis, Højbjerg, le plus haut possible, tu as mis 5, bon la moyenne, mais est-ce qu'il mérite pas un peu plus quand même? Non, après, j'ai pas, enfin, c'est pas une note qui veut dire qu'il a fait un mauvais match à mon goût. Je le trouve Ouais. peut-être un petit peu moins bon que sur les 3 premiers matchs, mais il faut dire que sur les 3 premiers matchs, il fait quand même, il est très au-dessus du lot. Ce soir, c'est un match un peu moins bien si on se compare à ces matchs-là, mais il est pas mauvais du tout. Juste en première mi-temps, je l'ai trouvé parfois un peu en retard sur certains duels dans l'entrejeu. Il arrivait parfois en retard sur les duels. Il avait en fait cette petite demi-seconde de retard à chaque fois. Je trouve qu'il a pas d'habitude, qui a fait que à un moment, je crois qu'il a failli prendre un jaune. Donc Ouais. voilà, c'est ces petites choses-là qui ont fait que j'ai préféré lui donner la moyenne et pas plus. Après, pour rejoindre un peu ce que vous dites, c'est un joueur, en fait, il est tellement au-dessus du lot, au-dessus du reste, au-dessus de la Ligue 1, j'ai presque envie de dire, que en fait, même sur les matchs où, selon moi, il sera un peu moins bien, et ben, c'est pas qu'il sortira toujours du lot, mais ça sera toujours, ça sera jamais mauvais, en fait.
ça sera ou très bien ou moyen les matchs d'Højbjerg cette année. Et pour moi, ce match, c'est l'exemple parfait. En fait, il sera jamais sous l'eau. Donc voilà, la moyenne et voilà. Il a quand même, je trouve, bien comblé, tu vois, parce que sur la période où on n'allait pas bien, ce qui est impressionnant sur son abattage, c'est qu'il comblait beaucoup d'erreurs. En fait, il allait souvent, lorsque Rongier s'est fait déborder plus d'une fois, il faudra qu'on en parle aussi du match de Rongier, et que Kondogbia venait l'aider. En fait, lui, il allait tout de suite bloquer l'axe, tout de suite bloquer la possibilité de passe en retrait, parce que les Niçois, ils les ont eu, ces situations. Ils avaient de quoi faire mal. Et même si c'est vrai que tu dis qu'il était en retard, moi, je trouve qu'en fait, le retard qu'il prenait sur la décision qu'il prend lui, c'était causé par le fait qu'il venait combler une erreur de quelqu'un d'autre. Oui, il joue pour deux, mais ça, on l'a déjà vu contre. Moi, je l'avais remarqué énormément contre Reims. Il joue pour deux parce que à côté de lui, bah, il a sur la feuille de match, il y a quelqu'un, mais parfois sur le terrain, il y a personne. Donc, il joue pour deux et ce soir, ça a été le cas aussi un peu. Donc, mais voilà, comme je le disais, c'est un joueur qui est tellement au-dessus du lot que justement, en fait, si c'est un autre joueur qui fait le match d'Højbjerg cette année, cette saison, aujourd'hui, peut-être que tu mets 6 ou 6,5 ou voire même 7. Mais Højbjerg, quand on connaît les standards qu'il nous a montré depuis le début de saison, peut-être même, et même avant qu'il vienne à l'OM, tu te dis que pour un joueur comme lui et avec ses qualités, c'est la moyenne. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour finir sur Højbjerg, il y a une option, qui est enfin, il y a un paramètre qui est sympa à prendre en compte aussi, c'est, sur le côté de Brassier où Klose venait apporter le surnombre et le fait que Brassier ait eu un carton jaune très, très tôt, j'ai trouvé que Højbjerg avait, a eu souvent cette présence d'esprit de revenir, voilà, sur le côté de Brassier et d'aider. Donc moi, je trouve que voilà, dans sa façon d'être et dans ses prises de décision en tant que capitaine, bon, c'est le football, hein, qui veut ça, il le connaît très bien mais ça se voit que, voilà, dans ce qu'il fait, il est très bon et voilà. Donc pour passer au contenu de la première période, est-ce que on a vu que les intentions, de Zerbi, c'était aussi un peu d'attendre que enfin, justement, de faire en sorte que les Niçois n'aient pas ces transitions rapides, qui auraient pu être très dangereuses pour les Marseillais? ouais, on a vu un OM en fait qui était prudent avant de sortir parce que c'est C'est un ça, OM prudent. qui sait qu'en face, c'est une équipe qui justement attend que tu sortes pour derrière te faire mal en transition. Et moi, j'avais dit lors de notre épisode 2 de DLZ que on peut s'attendre peut-être à voir un OM qui va ressembler à celui qu'on a vu contre Brest. Un OM qui va attaquer en transition. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas sur le deuxième but. Un OM un peu dénaturé par rapport à ce que demande de Zerbi. Donc en fait, on a vu un OM ce soir qui sait s'adapter en fait, qui s'adapte en fait au contexte du match et qui n'est pas dans à 100% ce que demande De Zerbi et ne pas sortir de ça. Donc c'est plutôt rassurant, je trouve. Mais alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, l'adaptation en première mi-temps, elle est foirée. C'est-à-dire que tu t'en sors face à une équipe de Nice qui n'est pas inspirée offensivement, qui a un Evan Guessant qui soit n'est jamais rentré sur la pelouse. Enfin, pour moi, d'ailleurs, ce qui a vraiment montré ça aujourd'hui dans nos lacunes par rapport à l'adaptation qu'on avait prévue, parce que je suis d'accord avec toi qu'ils avaient prévu quelque chose, hein, mais c'est l'absence de nos latéraux habituels, en fait. On avait à gauche un Luis Enrique complètement orphelin de Quentin Merlin, et à droite, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais Valentin Rongier, la fameuse adaptation qu'on attendait. Alors, bien sûr, c'est un nouveau poste, hein, pour lui, hein, mais ça revient sur ce qu'on disait dans DLZ. Moi, je ne suis pas sûr que c'est ici que doit se faire son poste cette saison. Bah, je pense que Rongier, si De Zerbi fait jouer à ce poste-là aujourd'hui, c'est justement, enfin, je pensais plutôt que c'est justement pour aider à la relance, étant donné que tu n'allais pas avoir ce Balerdi. Tu as besoin d'un mec qui vienne aider les deux défenseurs à la relance, comme il le faisait sous Sampaoli, comme on en parlait la dernière fois dans la dernière vidéo. Et je pensais que ça allait être ça, son rôle. Et j'ai l'impression, il faudra revoir le match, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce soir, on lui a demandé de faire du Merlin. Sauf que Rongier n'est pas capable de faire du Merlin. Et on l'a bien vu ce soir. On est bien d'accord. Et ça, on s'y attendait. Mais voilà. Après, pour parler de, je sais pas si on peut parler de Rongier, il n'a pas non plus été aidé sur son côté. On parle quand même d'un joueur qui n'a pas joué depuis un an. Là, il rejoue premier match couperé contre Nice au Vélodrome, à un poste qu'il ne connaît pas. Il a plus ses repères et il a encore moins de repères à ce poste-là.
Et en face, devant lui, il a pas été aidé non plus par le joueur qui était devant lui. Donc ça a relativisé quand même la prestation de Rongier ce soir, même si elle est pas bonne. Enfin, je vais pas dire qu'elle est pas bonne parce que moi j'ai senti quand même une belle montée en puissance en deuxième mi-temps, notamment au niveau des duels. Il les a tous perdus, je crois, en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai senti le Rongier, voilà, athlétique, qui s'est s'imposer, qui a pris confiance un peu plus. Mais voilà. C'est vrai que l'association de notre côté droit, je trouve également qu'elle n'est pas réussie. Bah, après, Chez Greenwood, oui, après, il se découvrait, hein, mais à l'image de Enrique Murillo, après Murillo à gauche, moi, j'ai jamais compris. Enfin, pour moi, c'est uniquement latéral droit. Mais en fait, on n'a pas eu cette homogénéité de nos ailes qui d'habitude fait notre force. Et puis là, en fait, on s'en remettait que par l'axe parce que sur les côtés, il n'y avait aucun mouvement de transition qui était juste, hein. Toutes les passes latérales étaient manquées. Mais il y a un truc qui m'a frappé, je sais pas si vous, ça vous a fait sourciller un peu ou pas, c'est, le placement, très, très haut de Murillo sur beaucoup de phases. Je sais pas si vous avez vu, mais il se retrouvait souvent avec, Mopé, même, sur les ballons aériens, le peu de longs ballons qu'on a envoyés sur Mopé, c'est Murillo qui venait aussi gratter, Parce que ça, je pense, c'est ce que fait Quentin Merlin habituellement. C'est-à-dire que Quentin Merlin, on le retrouve quand même dans une position haute où lui, il mange vraiment la ligne gauche, hein. Murillo, il rentre à l'intérieur parce qu'il a sa patte droite. Mais où Merlin mange la ligne gauche et provoque une situation, un centre. Et c'est ça que j'ai pas forcément compris, moi, parce que du coup, Luis Enrique, qui a fait ce qu'il a fait sur les 3 premiers matchs en se retrouvant dans l'axe, il se marchait un peu dessus parfois avec Murillo. Tu avais Mopé qui lui aussi revenait pour décrocher pour les ballons. Donc en fait, tu avais une zone à gauche qui des fois était complètement vide. Alors, je trouve moi que l'association par la formation et l'effectif, elle a été un peu manquée par le choix de la composition. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, je sais plus, c'est lequel de vous deux qui disait il y a quelques minutes, l'OM est en fait orphelin de cette animation, cette association de Murillo, Luis Enrique, Quentin Merlin. Et là, on l'a clairement vu. Et je pense que, enfin, moi, je m'attendais avant le match justement à ce que Luis Enrique profite en fait de cette absence de Merlin pour être un peu plus provocant, proactif sur son côté. C'est-à-dire, voilà, Merlin est pas là, il va peut-être falloir que j'en fasse un peu plus, que je vienne chercher les ballons plus bas, que j'aille un peu déborder, que j'aille un peu provoquer. Il a fini par le faire, on l'a vu sur le deuxième but. Et du coup, je m'attendais à voir un Murillo un peu plus bas parce que paradoxalement, quand il joue à son poste sur son côté, il monte pas autant. Et là, bizarrement, quand il se retrouve de l'autre côté, c'est pas ce qu'il a fait. Il a pas fait du Murillo en fait au final. Et donc c'est un peu paradoxal et on lui a demandé de faire du Merlin lui aussi, comme Rongier. Mais bon. Un mot les gars sur la prestation de Mopé, contre, son ancien club, en fait, c'est un poison le type, à chaque fois, qu'il doit être, chiant, il l'est. Il avait quand même un beau client, on l'avait dit dans la préparation du match, Ndiaye Chimier, c'est un buffle aussi, alors et tu as Mopé qui arrive en mode taureau, qui vient l'embêter à chaque fois et sur le but, c'est plein de malice, qu'est-ce que vous en avez pensé vous de notre Néal, Neal Mopé? Je vais en faire hurler certains, mais il a déjà un but de plus dans le jeu que Eli Wahi. Non, mais c'est bien parce qu'on le disait dans l'épisode 2 de l'avant-match, c'est que moi, ce qui m'a montré aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend d'un second attaquant à 10 millions qui peut débuter ce genre de match. Pour moi, il est parfaitement entré dans le système. Il a compris ce qu'on attendait de lui et il a rajouté sa touche Mopé. Enfin, Ouais. le but, c'est du vice, c'est de la malice. Alors, je ne sais pas si le laisse annoncé à la défense niçoise est avéré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est retrouvé tout seul en surface de réparation. Ça, c'est un geste d'attaquant. Et derrière, moi, je trouve que tous ces décrochages sont justes. Et c'est ce qu'on demande à un neuf sous De Zerbi. Donc, que demander de plus à ce garçon qui a répondu présent dans un choc? Oh, très Et bien. donc toi, tu le mettais, Samy, tu as peut-être un mot sur Mopé? Non, je rejoins totalement Iliane. L'analyse, elle est parfaite d'Iliane sur Neal Mopé. On a un joueur qui sait jouer en remise, qui aime jouer en remise. C'est un point d'appui. On sait que c'est ultra important le fait d'avoir un point d'appui dans le système de Zerbi. J'ai été un peu inquiet en tout début de match où j'avais l'impression qu'il se marchait un peu dessus avec Harit. Mais finalement, c'est rentré dans l'ordre. Et puis le but qu'il met, en fait, c'est un vrai but d'attaquant. Et en plus, le pire, c'est qu'en fait, je trouve qu'il se retrouve même pas forcément seul parce que tu as le défenseur en fait qui est là
Et en fait, Neil Maupay, dans un geste d'attaquant, comme tu as dit, Iliane, bah, il joue un peu des bras, des mains pour justement s'en écarter. Et en fait, quand tu regardes au moment où il met la tête, le défenseur, il est totalement désintéressé. Tellement Neil Maupay a réussi à s'en écarter, mais parfaitement. Et en fait, il est dans un confort pour placer sa tête, où tu as l'impression effectivement qu'il est tout seul. Mais en fait, il n'est pas tout seul. C'est lui qui a fait en sorte de se retrouver tout seul, comme tu dis. Et peut-être poser une question provocante, mais ouais, effectivement, est-ce que l'OM n'a pas l'attaquant qui rêve depuis je l'avais déjà dit, mais faut savoir que Neil Maupay, c'est un attaquant que l'OM cherche à faire venir depuis 2021, même avant que Longoria ne prenne la présidence du club, quand il était encore directeur sportif. C'était une piste très chaude de l'OM, que ça soit en janvier comme en août 2021. Donc c'est un joueur qui est pisté depuis longtemps par l'OM et franchement, c'est très excitant de voir le duel qu'il aura avec Eli Wahi. Et justement, pour parler d'Eli Wahi, tu me lances une perche, Samy. Pour vous, l'absence d'Eli Wahi aujourd'hui n'influence pas le match ou justement, fait que l'OM arrive moins à dérouler son jeu par ce point d'appui qu'est, Eli Wahi ou? Ah, Ilian, je te vois regarder ton plafond, non, mais je pense que tu ta médites. question, elle est bien, parce qu'elle me fait douter. Mais en fait, moi, je trouve aussi que Greenwood avait quand même ces habitudes-là avec Wai, notamment lorsqu'il revenait dans l'axe. Moi, je trouve que Wai, il se sacrifie très bien pour Greenwood. Mmh. Il a quand même ce sens un peu là de faire briller l'attaquant anglais qu'il avait à côté de lui. Et c'est vrai que, bah, après, Il manquait d'espace. ouais, Greenwood manquait d'espace, on on le a voit fait des clairement. aujourd'hui, et puis on n'avait pas la même composition, on n'avait pas les mêmes habitudes. Enfin, Nice nous a bien pris et nous a bien bloqué dans l'axe. Donc, je ne sais pas si c'est l'absence de Wai ou plusieurs absences en général qui ont fait qu'on n'a pas réussi à dérouler aussi bien. Maintenant, c'est vrai qu'avec Wai, tu as quand même ce sens-là du jeu qui est assez clair tactiquement. Il ne touche pas beaucoup de ballons, mais c'est justement tous les décalages et tous les appels qu'il fait qui sont en mesure d'en créer pour ses partenaires. Et puisqu'on n'en a pas eu aujourd'hui, on peut faire ce constat-là. Maintenant, moi, je ne pense pas que ce soit la conclusion parce que Nice nous a très bien pris et même avec un Wai, on n'en aurait pas eu autant. Concernant, les intentions en 2e mi-temps, quelles observations vous faites, sur, bah, justement sur comment les Marseillais sont revenus des vestiaires? Parce qu'on marque, le but à la combienième minute? Luis Enrique, il marque à la 60e. 60e? On est mieux rentré des vestiaires en tout cas. Bah, il y a quand même une première grosse situation niçoise un peu similaire à la première période, mais ouais, je trouve qu'on est mieux revenu, en tout cas avec l'intention de mettre le deuxième but, ça c'était clair. Par contre, une fois le deuxième but marqué, enfin, après je vais reprendre le mot que tu as pris tout à l'heure, mais ouais, au-delà de la suffisance, moi je trouve même que c'était un relâchement général. Après, on le connaît, le fameux 2-0, surtout quand tu es à Mmh. domicile, que c'est un jour de fête. Voilà, on s'est dit que c'était plié, même nous dans notre canapé, mais ouais, j'ai pas vu les Marseillais conquérants prêts à aller en mettre 3, 4, 5, contrairement à ce qu'attend De Zerbi d'habitude, et c'est ce qu'il réclame en interview. Mmh. Ouais, non, c'est vrai, moi j'ai souvenir après le but, 3-4 occasions où effectivement on se retrouve à contrer, rapidement et on perd la balle, par des erreurs de confusion, par des erreurs, techniques donc comme tu dis après on gagne 2-0 effectivement, peut-être que les joueurs, se sont relâchés mais, i on aurait pu faire mieux parce que les Niçois ont commencé à repousser derrière quand même, mais c'était un peu frustrant. Après, je pense pas qu'on puisse, tirer la sonnette d'alarme là-dessus parce que, comme on dit, il nous manquait, Wai, il nous manquait Merlin. Donc on est déjà chanceux, à mon sens, de mettre, ce deuxième but parce qu'au final, on s'est pas tant procuré d'occasions que ça avant le but de Enrique. Il arrive quand même, pas comme un miracle, mais franchement, on le prend bien. Je sais pas ce que tu en penses, Samy, mais le but d'Enrique, il vient à point nommé. Ouais, il vient. Et en fait, mais moi, je trouve que c'est un côté rassurant, en fait. C'est un côté rassurant de se dire que cet OM-là qu'on avait vu jusqu'ici, en fait, comment dire, qui, en fait prenait l'assaut du camp de l'adversaire sur les 3 premiers matchs, bah là, devant en fait un OM qui subit, mais qui est capable en fait d'aller marquer pendant un temps faible. Que ça soit sur le premier but de Mopé ou sur le deuxième but de Luis Enrique, où tu sens que Nice est clairement là, ils essaient clairement de bouger, et clairement là pour égaliser et ils poussent. Et en fait, toi, tu es capable derrière bah, de contrer
et de mettre ce deuxième but pendant un temps faible. Donc moi, je trouve que c'est un côté rassurant, surtout qu'on peut quand même penser que ça va pas arriver souvent, que tu vas subir autant. Voilà, il faut relativiser. Il y a quand même des absences qui sont majeures. Ton capitaine n'est pas là, Balerdi. Merlin n'est pas là et on sait le côté, enfin, on sait à quel point il est capital sur ce début de saison, sur son côté gauche. Donc moi, je suis plutôt, voilà, je relativise, même si effectivement, après le 2-0, je me suis dit, les Niçois vont encore sortir davantage et ça va nous permettre, nous, de leur faire mal derrière en contre encore plus. C'est pas du tout ce qu'on a vu, on s'est éteint à 2-0, mais voilà, t'as commencé à avoir quand même pas mal de changements du côté de Zerbi, avec les 3 changements d'un coup. On voit clairement qu'il essaie de verrouiller. T'as ce carton rouge, même si c'est un peu plus tard, qui vient, qui n'arrange rien. Donc au final, je suis pas plus inquiet que ça sur le fait que l'OM n'ait pas été plus tueur à 2-0. Il y a quand même quelque chose qui lie un peu, moi, je trouve, l'effectif. Et pour te rejoindre, Samy, c'est notamment avec le but de Luis Enrique, c'est la confiance qu'on génère et qu'on exprime à travers notre jeu, à travers nos buts. Je parlais des arrêts de Rouli en début d'émission. Moi, je trouve quand même que là, la récupération de Kondogbia, Enrique qui rentre à l'intérieur, la remise d'Harit, c'est simple, c'est clean. Il la met, il la tente. Et puis, on ne voit jamais, même sur les poteaux niçois, même quand il y avait même à 0-0, en fait, on ne les voit pas forcément douter. Ils sont quand même tous en symbiose. On voit l'interview de Brassier à la mi-temps, l'interview d'Harit en après-match. Enfin, les garçons sont quand même très focus sur l'objectif. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis, un OM qui est confiant comme ça, on ne l'a pas vu depuis facile Sampaoli et l'année où on va chercher la deuxième place avec des champions. Parce que ils sont quand même liés. Et là, on a un effectif qui est très, très, très soudé. On le ressent. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Hein. Ouais, complètement, complètement. En plus, bon, c'est spécial parce que, comme tu dis, ils sont soudés et en plus, tu fais rentrer des joueurs comme Lirola et Garcia qui étaient issus un Ouais. peu du loft. Et finalement, ces mecs-là, bon, même s'ils apportent pas grand-chose parce que leur temps de passage est très court, bah, tu vois que les mecs sont investis et je pense que ça reflète un peu l'état d'esprit global de ce que De Zerbi arrive à créer comme fédération au sein du groupe. Est-ce que d'ailleurs la deuxième mi-temps n'a pas été très influencée parce qu'il y a un fait de match qui est un peu relou. On perd, Cornelius, ce sera un match de suspension. Mais Benoît Millot, j'ai l'impression qu'il a vrillé à un moment et qu'il a commencé à distribuer carton jaune sur carton jaune, que ce soit des deux côtés. Et est-ce que cet arbitrage-là, encore une fois, pose question au niveau de la compétence? Est-ce que d'ailleurs on ne doit pas encaisser un penalty sur Ali Abdi? J'ai entendu les commentateurs de Beansport être assez unanimes. Moi, je pense que Mio la joue bien, mais globalement, Mio, je trouve qu'en deuxième mi-temps a été un peu mauvais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samy, je t'ai vu un peu réagir. Non, mais les commentateurs Ils sont, ils sont de très Nice, mauvais. les commentateurs de Nice matin peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. C'est la frustration qui parlait, je pense. Parce qu'à un moment, j'avais un doute. Je ne savais pas si je regardais le match sur Beansport ou sur Nice matin. Mais bon, ça, c'est autre chose. Après, Benoît Millot, moi, je ne sais pas vous, c'est un des rares arbitres que j'apprécie Ouais, pourtant. en général. Je trouve qu'il fait enfin, pas dire qu'il fait un bon match, mais en première mi-temps, moi, j'ai vu beaucoup de séquences où, que ce soit pour nous, que ce soit pour Nice, il laissait jouer et ça fait plaisir de voir dans un gros match un arbitre qui laisse jouer et qui laisse les joueurs être en fait les acteurs principaux du match. Donc ça, j'ai aimé. Et après, effectivement, il vrille un peu, mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'arbitrage français qui a toujours été comme ça, dans le sens où, à chaque fois, et surtout dans un gros match où tu as une équipe qui prend le large sur l'autre, et bah, toutes les décisions, elles sont influencées par le score. Nice perdait 2-0 à ce moment-là, et bah, sur une action où tu as un peu un doute, et bah, tu vas peut-être siffler un peu plus du côté niçois. Et ça a toujours été comme ça avec l'arbitrage français, et je pense que si c'est l'inverse, il aurait sifflé pour nous. Après, sur le carton rouge, oui, il vrille complètement. C'est un Mais malentendu en plus. Cornelius n'a pas forcément l'intention de Oui, non, mais en gagner non, tant. non, ça se voit qu'il fait pas, oui, ça se voit qu'il perd pas de temps. Mais oui, effectivement, il a vrillé en deuxième mi-temps. Je suis d'accord. moi, je pense qu'il faut arrêter les partenariats avec McDo. En fait, il faut faire avec les Restos du Cœur parce qu'on distribue les cartons jaunes comme des petits pains. Et ça, c'est vraiment made in. Non, mais c'est made in Ligue Belle 1. punchline, belle Ah punchline. oui, on la garde celle-là, on la coupera. Mais franchement, il n'y a que chez nous qu'on est
en constante compensation. Ouais. L'adversaire fait une faute et donc pour pas frustrer le public ou le staff et je remène de l'autre côté. Mais en Le fait, contexte. À chaque fois, c'est le contexte. ça s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on finit avec des matchs où l'arbitre ne maîtrise plus rien. C'est Rowe, non, qui prend un petit 91e là, que le carton jaune de Rowe. Moi, je le trouve assez clownesque quand même. La faute, elle est pas énorme. Bon, après, on n'a pas fait l'école d'arbitrage. On parle aussi en tant que Marseillais frustrés derrière notre écran. Mais je pense qu'on est assez. On n'est pas que nous, les Marseillais frustrés, à dire qu'il y a un problème avec l'arbitrage Non, français. c'est sûr. Mais on l'est un peu plus, je pense, hein, sans faire la victime. Je pense qu'on est un peu plus que tous les autres. On a trop souffert. Hein. Mais ouais. Les gars, est-ce pour que. revenir au penalty de Abdi, Ouais. très honnêtement, les ralentis sont mauvais. Hein, ils ne montrent pas le bon angle, mais l'angle Ouais. qu'ils ont montré, moi, je vois pas. Tu peux pas siffler un penalty sur ça quand même. Ouais, puis bon, il y a pas d'avantage dans la surface, mais Abdi, joue quand même le ballon. Je Oui, pense qu'il le joue un peu comme il voulait parce qu'il arrive quand même à ouais, trouver, totalement. Moukoko. Donc voilà. Avant d'aborder les tops et flops, les gars, est-ce qu'il y a un joueur, que vous souhaitiez, mettre en avant ou on peut en parler justement dans les tops et flops? Je sais que toi, Samy Kondogbia, tu le mettrais dans tes flops, après ou alors Non, tu veux en parler, maintenant? je vais pas être aussi méchant, je vais pas le mettre dans les flops, Ouais, mais je le mets nulle part en fait. En fait, c'est à l'image de son match, quelconque. Voilà ouais. quoi. C'est Moi, pas j'avais un envie top de du savoir tout. ça. Parce que j'ai l'impression que toi, ce qui t'a dérangé aussi, c'est que, ça m'a un peu dérangé aussi. Kondogbia, c'est pas un mec qui te permet, d'enclencher rapidement. On l'a vu, plusieurs fois. Il l'a fait une seule fois dans le match, mais effectivement, quand j'en parlais avec Ilian, juste avant, heu, tu vois que quand Koné, quand il rentre, direct, il est tellement plus compatible, il va direct, vers l'avant, il le fait adroitement, alors que Kondogbia, c'est beaucoup plus neutre et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles en première mi-temps, on est assez lent, dans nos transitions, qu'on aurait voulu, plus rapides, surtout dans le dos de cette défense qui a été assez bonne, hein. On peut parler de Klose, on peut parler de même Ndombele qui a fait un match, excellent. Abdelmonem, on l'avait dit en preview, hein, souvenez-vous, il fait un début de match, assez catastrophique parce que le pauvre, il est lancé dans le grand bain directement. Mais ouais, Samy Kondogbia, il est bon, il a convaincu De Zerbi, mais Bah, il est là. je sais pas comment il a convaincu De Zerbi. Moi, j'attends de voir en janvier ce qui va se passer et j'attends de voir si Kondogbia va finir la saison parce que j'en doute fortement. En fait, toujours le même constat pour moi pour Kondogbia, je sais pas ce que vous en pensez. Joueur quelconque, c'est un mec que tu veux venir pour qu'il te fasse changer de dimension. Tu le fais venir pour à peu près 10 millions d'euros. Tu lui donnes un salaire, il prend quand même un assez gros salaire. Il est top 3 dans la grille salariale de l'Olympique de Marseille. Et moi, c'est pas un match d'un joueur qui est top 3 dans la grille salariale que je vois ce soir et que je vois depuis un an. C'est pas un mec, en fait, quand tu fais venir Kondogbia, t'entends Kondogbia, tu dis c'est un mec qui va crever l'écran. Tu dis c'est Højbjerg. Tu dis c'est un mec qui va te sortir du lot. Mmh. Kondogbia, il ne sort pas du lot. Et j'ai vu aucun match de Kondogbia où tu te dis, waouh, c'est Kondogbia, il n'est pas comme les autres. Et c'est ce à quoi on s'attendait quand il arrive chez nous. Donc, l'an dernier, la saison dernière, c'était un joueur mauvais, enfin, il était mauvais. Cette année, il est moyen. Et le fait d'être moyen, quand on compare à sa saison dernière, ça suffit à certains pour nous dire c'est un très bon joueur et il fait des très bons matchs. Non, Kondogbia, il est juste moins mauvais que la saison dernière. Mais pour moi, ça ne me suffit toujours pas. Et si en janvier, on peut le sortir et ramener un autre joueur, notamment du continent africain, plutôt maghrébin, ça m'arrange fortement. Il a de grosses lacunes, notamment au niveau de la mobilité. C'est un joueur qui, sous le pressing, panique énormément. Voilà, quand il se fait presser, quasiment, tu sens la fébrilité en fait. Tu sais que tu vas perdre le ballon. Et moi, ça me dérangeait énormément. Et on le disait en début de vidéo, c'est tellement conséquent qu'en fait, tu te retrouves avec un Højbjerg qui doit faire le travail pour deux au milieu de terrain. Je sais pas si on s'en rend compte, et je pense pas que Højbjerg il va pouvoir faire ça toute la saison. À un moment donné, ça va aussi impacter la performance de Højbjerg. Donc voilà Mais quoi. le OK. problème, Samy, c'est ce qui revient souvent quand on critique Kondogbia, c'est la considération qu'on a vis-à-vis de qui il est et pourquoi il vient. Et je suis complètement d'accord avec toi. Quand il a un tel salaire, faut qu'on l'achète pour un tel montant. Mais maintenant, comme tu le dis, il fait mieux que la saison dernière. Et puis, moi, je pense quand même qu'il faut au moins revoir notre jugement vis-à-vis d'un garçon qui, pareil, était parti du loft.
était parti pour partir au final, qui ne devait pas rester au sein de l'effectif, qui s'est fait une place vis-à-vis des blessures, vis-à-vis de certaines absences, vis-à-vis du mercato. Et au final, bah, même si je suis d'accord avec toi, il ne crève pas l'écran, pour moi, sur ce début de saison, il fait quand même partie, alors je m'avance, mais des tauliers de l'effectif par rapport à ceux qui étaient présents l'année dernière. Il accompagne bien Holzberg défensivement, et je m'arrête à défensivement parce que c'est vrai que dans la projection, on en est loin. Et pour faire la transition, pour moi, il ne va pas rester, hein, mais pour faire la transition cet hiver ou cet été vis-à-vis d'un autre milieu de terrain récurrent qui prendra sa place, je suis d'accord avec toi qu'il faudra qu'il s'en aille. Mais en attendant, le jugement qu'on émet sur Kondogbia, considérons-le plus comme un Pape Gay, tu vois, plutôt qu'un. Oui, mais c'est pas normal. En fait, je vois ce que tu veux dire et je vois où tu veux en venir. Tu veux dire, voilà, il faut peut-être oublier le nom qu'il a et se dire, voilà, c'est pas un joueur, c'est pas un joueur qui va sortir du lot. Mais je peux pas, en fait, parce qu'en fait, chaque mois, il reçoit un salaire qui reflète, en fait, un certain statut que lui ne fait pas, ne montre pas sur le terrain. Donc, dans ce cas-là, faudrait peut-être revoir son salaire et moi, je vais revoir mon avis. Je vais peut-être c'est peut-être, bah oui, à un moment donné, Tu milites pour une diminution salariale de Kondogbia. je milite totalement, je n'ai rien contre lui, mais oui, effectivement, tant qu'il a ce statut-là et tant qu'il a ce salaire-là, moi, je continuerai à le juger par rapport à ce salaire-là. En fait, après, par moment, voilà, je te dis pas que c'est un mauvais joueur, par moment, tu vois certains coups d'éclat, tu vois qu'il fait des choses que, voilà, tu te dis, ok, c'est Kondogbia, c'est un joueur qui normalement est d'une autre dimension, mais c'est trop peu récurrent dans les matchs. Et voilà, pour moi, c'est trop peu. C'est vraiment le qualificatif parfait pour Kondogbia. Ok. Bah, je pense que on en a bien parlé de Kondogbia. Bon, Samy qui nous fait une petite aparté comptabilité dans la pénombre à la Benassia. Moi, je suis plutôt d'accord avec Samy par rapport à Kondogbia. Comment on peut clôturer donc ce débrief? Moi, je pense que, bon, déjà, petite parenthèse, moi, ça m'embête un peu les matchs à 17h. Quand la Ganée a le soleil dans la gueule pendant 90 minutes, j'aime pas trop l'ambiance. Bref, mais en tout cas, on a vu deux équipes démunies de plusieurs joueurs de leur effectif, un peu plus Nice que l'OM, mais deux équipes qui ont quand même, à mon avis, fait leur jeu, fait leur partition, et une partie en fait qui, à mon sens, se joue plus sur des détails qu'on ne le pense, parce que l'OGC Nice s'est procuré les occasions, et comme l'a dit Samy en tout début de débrief, on a été très létal. Et je pense que c'est ce qui a fait basculer ce match, parce qu'effectivement, Guessant et Boga, ça se voit qu'ils étaient plus Marseillais que Niçois ce soir. Et l'entrée de Moukoko a démontré qu'on l'avait eu souvent au téléphone aussi. On va passer au top les flops. Iliane, tu voulais parler de Greenwood, mais je pense qu'on va en parler justement dans les top et flops. On va commencer cette séquence. Alors, justement, on va commencer par toi, Iliane, vu que je pense que tu trépignes d'impatience. C'est un peu c'est la stratégie Massilia Zone. Je contiens. On vous fait attendre jusqu'à la fin pour parler de Greenwood. Non, d'ailleurs, tu vas commencer par tes tops, Ok. pour finir par tes flops, où on pourra trouver un C'est des certain joueurs degré. c'est des joueurs dont on a parlé tout au long du débrief, donc on ne va pas se répéter, mais Holzberg, Rouli et Neil Maupay. Voilà. D'accord. Maupay plus que Luis Enrique, d'ailleurs? Maupay plus que Luis Enrique, parce que pour moi, Luis Enrique, bien qu'il a été létal, a quand même été absent du jeu, notamment en première période. Il a une situation, bon, alors elle est compliquée, elle est pied gauche, où il peut déjà tuer le match, enfin tuer, mais bien entamer son match dans les premières minutes sur une super passe de Maupay. Et puis, je l'ai trouvé, oui, moins actif, moins présent dans le cœur du jeu. Son association avec Murillo, je ne l'ai pas forcément comprise. Donc, je mets Maupay devant lui, mais oui, c'est vrai qu'il est pas loin. Pour les flops, par contre, c'est là que ça devient intéressant. Et un garçon dont on n'a pas parlé, c'est Mason Greenwood, où dans mon premier débrief face à Brest, je disais, je l'attends face à un vrai latéral. Je l'attends face à quelqu'un qui saura le tenir, qui saura le contenir. Et même si ça reste Mason Greenwood, il a eu des situations, il a réussi à changer sa zone de jeu, hein, là où en première mi-temps, il était quand même très ancré sur son côté droit. Il a essayé de se défaire du marquage à plusieurs reprises en passant par l'axe, notamment balle au pied. Maintenant, on voit bien qu'il a été gêné.
Il a été pris. Toutes ses passes latérales ont été manquées. Dès qu'il fallait accélérer le jeu, notamment dans les transitions en passant par Harit, eh ben, ça manquait de justesse. Moi, je pense que la stratégie, tout simplement, de Hez a fonctionné. Hein. Melvin Barr a fait un super match. Il a fait le match qu'il fallait faire. Ils ont réussi à contenir Greenwood. Et j'ai envie de dire, ça arrive. Voilà, il est tombé sur quelqu'un qui a été prêt à jouer contre lui. Il n'a pas non plus été muselé parce que c'est un joueur dangereux. Il a notamment eu une situation, une frappe qui passe au-dessus de la barre où il aurait pu marquer. S'il avait marqué, je ne le mettrais pas dans mes flops. Mais voilà, Greenwood a été pris. Et ça arrive et il reviendra plus fort Ouais. contre Lyon. Sur le peu d'accélération qu'il fait quand même, on voit que bon, on va pas se répéter, toute l'année, mais Ouais. c'est quand même un Mais oui, créateur oui, d'espace bah oui. incroyable. Et je pense Et que donc les seuls débriefs, on le mettra dans les flops, donc j'en profite, tu vois, ouais, tu as raison. il faut le dire. Et tu as 2 autres flops, peut-être à nous faire part, hein? Eh bah, écoute, moi je mets enfin, un joueur qui prend un carton rouge, j'arrive jamais à ne pas le mettre dans mes flops parce que pour moi un carton rouge, c'est C'est vraiment cruel quand même. Parce que c'est même cruel, son jaune est cruel. tu Enfin as non. non, je suis d'accord avec toi. En plus, tu m'as vu casser l'arbitrage, mais pour moi, tu abandonnes tes coéquipiers. Tu es à 15 minutes du terme. Tu sais que tu es sous la sanction d'un carton jaune. Bon, il ne doit pas le prendre. Moi, je ne lui donne jamais. Mais c'est embêtant, c'est gênant. On est obligé de s'adapter à l'absence de Cornelius qu'il a lui-même provoqué, surtout qu'il ne fait pas un si mauvais match. C'est un bon match. Oui, il fait il fait un plutôt bon match. Donc, ouais, je le mets quand même dans mes flops. Et puis, ouais, le dernier joueur, pour moi, ça reste Valentin Rongier qui ne s'est pas adapté à sa position de latéral droit. Moi, je préfère le voir dans le cœur du jeu. On attendait de lui à ce qu'il soit à la relance, à ce qu'il soit dynamique. Il ne l'a pas été en première mi-temps, ça a été mieux en deuxième. Les duels, il était très en retard, voire complètement absent en première. D'ailleurs, Ndombele lui passe le bonjour. Mais il s'est un peu repris, mais c'est clairement pas suffisant pour jouer à ce poste-là, à mon avis. Samy, Samy justement, à mon avis, tu as des flops, communs, dont un en particulier avec Ilian. Je vais d'abord commencer par mes tops, parce que bon, on le Comme tu veux. répétera. Je le répéterai jamais assez, hein, désolé, je vais vous saouler avec ça toute l'année. Mais ça fait du bien de rejouer des matchs de foot avec un gardien de but. Voilà, tout simplement. J'ai été orphelin de gardien de but pendant 3 ans, donc comprenez un peu mon acharnement sur le sujet. Donc merci Rouli. Dommage qu'on l'a pas fait venir un peu plus tôt. Après, pour les flops. Alors Greenwood, effectivement, flop numéro un pour moi, totalement absent, mais ça peut arriver, voilà, tu peux rater un match, surtout quand tu fais le début de saison qu'il fait, ça peut arriver. Et moi, je trouve un côté rassurant à ça. Je trouve un côté rassurant à ça parce que je me dis qu'on n'a pas un OM, on n'a pas un OM dépendant, on n'a pas une Greenwood dépendance en fait. Mmh. Euh, C'est et, vrai. et on aurait pu avoir cette inquiétude, on aurait pu se dire, bah, quand Greenwood il est pas bon, t'es pas bon et tu perds, ou en tout cas tu gagnes pas, tu fais nul. C'est Et vrai, bah là, Greenwood, il est exécrable, il est mauvais, il est absent, il est fantomatique, il est tout ce qu'il veut, tout ce que vous voulez. Mais tu prends 3 points et tu mets 2 buts d'écart. Sans lui, il n'est pas dans la construction des 2 buts, il est totalement absent, mais tu prends la victoire. Et moi, je trouve encore que là-dessus, il y a un vrai côté rassurant. Même quand Greenwood n'est pas bon, bah, tu es capable de faire la Ouais. différence. Et moi, je suis vraiment content de ça. Après, pour Rongier, je ne le mettrai pas dans les flops parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, je trouve que voilà, il faut relativiser. C'est un joueur qui n'a pas joué pendant un an. Il revient, il a besoin de prendre ses repères dans une animation qu'il ne connaît pas, dans un poste qu'il ne connaît pas sur le bout des doigts, même s'il y a joué. On lui demande de faire du Merlin, il n'est pas capable de le faire. Il n'a pas été aidé non plus aussi parce qu'on parle de Greenwood offensivement, mais dans les replis défensifs, j'ai trouvé Greenwood absent en deuxième mi-temps. À un moment, tu as Greenwood, je sais pas, il laisse partir bas, qui centre après en retrait. Je sais pas ce qui se passe, comment il le laisse partir. Enfin, c'est lunaire. Il n'a pas été aidé. Carrément, c'était Harit en première mi-temps qui venait faire les replis avec Rongier. Donc moi, je le mettrais pas en flop, c'est sévère. Et après, euh, et après voilà, j'ai bien aimé effectivement le match de Mopé qui va donner des mots de tête à De Zerbi et à Wai aussi, je pense. OK. Bon, c'est quand même révélateur, comme tu as dit, de la qualité de l'effectif. On a un bon banc aussi, comme tu as dit, on n'est pas Greenwood dépendant. Bah, moi, ça me régale. Je vais finir avec, mes top et flop également. Bah, je vais avoir les mêmes que Ilian sur, Højbjerg et Mopé et j'aimerais bien, saluer quand même, la prestation d'un joueur dont on n'a pas parlé, c'est, Brassier qui est Oui, un peu meilleur quand même que sur, ces derniers matchs. Je l'ai trouvé, oui.
rassurant. Quand il avait un bon timing dans ses interventions défensives contre des clients en plus. En progrès. Voilà. En termes de flop, je vais avoir un peu les mêmes. On a parlé de Greenwood, on a parlé de Rongier un peu en dedans, et je rajouterais même Murillo, qui a été encore une fois assez neutre, malheureusement, mais sur un poste qui n'est pas forcément le sien. Donc, je pense qu'on peut être un peu indulgent avec lui, et on verra bien. En tout cas, c'est vachement rassurant parce que on n'a pas Merlin, on n'a pas Wai, on a un Greenwood qui est pas très bon, et au final, on arrive quand même à gagner contre Nice. On a les 3 Euh, points. on a les 3 points. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça régale. Un petit mot peut-être pour la fin sur Amin Harit. Mais, On sait que. mais du coup, aucun de vous deux ne met Rouli dans ces tops. Si, moi je l'ai Moi, j'ai pas mis. envie. Moi, j'ai pas envie. Ah, j'ai peur. Pourquoi? Moi, j'ai pas envie, moi. Parce que tu trouves que sur certaines actions, c'est grâce au poteau et pas grâce à lui? Exactement. Je pense que oui, je pense qu'il peut faire mieux, il peut être plus rassurant. Donc, j'ai bien aimé quand même, hein, je dis pas que j'ai pas aimé, mais je pense il peut faire mieux quand même, C'est parce que l'ami. moi, en fait, je te pique un peu sur ça. C'est parce qu'en fait, moi, je trouve que sur ce sujet-là, le fait qu'il y ait parfois, il est aidé par son poteau ou par Moukoko qui a reçu des appels de Mehdi Benatia. C'est parce qu'en fait, ça aussi, il faut le provoquer, en fait. Il faut le provoquer, le fait que l'attaquant il soit pas dans une bonne position. Si l'attaquant il tire sur le poteau ou s'il tire à côté, c'est peut-être parce que t'as bien fermé ton angle. Mais ça, on le verra pas parce que tu vas pas faire l'arrêt. C'est pas tes mains qui vont sortir la frappe. Moi, on aurait pris un but avec Paul Lopez ce soir. Au moins un. Ah, mais on n'en aurait pas pris qu'un seul, on en aurait pris 3-4 avec Paul Lopez. Mais j'ai pas envie de m'acharner. Je vais suffisamment m'acharner tout au long de la saison sur Paul Lopez. Mais voilà, pour moi, Rulli, même quand en fait il n'est pas décisif directement, bah, il impacte en fait le fait que l'attaquant il va être déstabilisé et il va tirer sur son poteau. Mais tu voulais parler d'Harit, donc je te repasse Bah, la main. je vais te laisser en parler. On va terminer là-dessus. On est déjà à 50 minutes à peu près. Les gars, lâchez-nous un petit mot sur Harit qui refait une passe décisive, qui avait promis d'être Oui, plus voilà. efficace dans les stats. Est-ce qu'on peut dire que Harit, finalement, s'impose Il de a jour en été jour? efficace. Maintenant, je te laisserai le mot de la fin, hein, sur ton chouchou, Samy. Il a été efficace. Maintenant, voilà, il était dans un bloc concentré où pour toucher un minimum de ballons, il était obligé de venir limite à la hauteur de Kondogbia. Donc voilà, c'était un match qui était assez compliqué pour lui. Rosario bouchait beaucoup de trous. Mais sur la remise, où il faut être juste pour Luis Enrique, pardon, il l'a été. C'est ce qu'on demande à un milieu offensif. Donc, merci. Samy, je te laisse reprendre le flambeau. Bah Martin, tu disais la Suède décisif et pour moi s'il faut retenir un mot du match de Harit, c'est ça, c'est décisif en fait. On l'a vu très brillant sur ses 3 premiers matchs. On a vu un Harit virevoltant et qui sait faire, qui a fait du Harit. Ça a été un peu moins le cas aujourd'hui, mais il faut dire qu'il a dû jouer, pas lui, enfin pas que lui, il y a aussi les autres, mais il a dû jouer dans un trou de souris parce que tu as un bloc niçois qui a été très compact, notamment en première mi-temps. Donc pas évident pour se mettre en évidence. Mais voilà, il est décisif sur cette remise, il est intelligent, il a le QI-foot. Il rajoute une stat et il veut peut-être me faire gagner parce que j'avais pronostiqué Harit meilleur passeur de l'OM à la fin de la saison. Et pour l'instant, il est bien parti pour parce qu'à l'heure actuelle, il me semble que Harit est le meilleur passeur de l'OM. Donc je suis doublement content pour lui et pour moi. Ok, bah merci les gars. C'était vachement cool de débriefer cette bonne victoire face aux Aiglons, ce qui est toujours sympa, hein, évidemment, puisque Toujours. bon, voilà. On Et passera un là-dessus. Jonathan Klaus, Voilà. qui a quand même fait un bon match, il faut le dire, alors qu'il avait Oui, la pression, etc. Mais il on avait la l'en pression, mais je suis sûr que c'est un mec qui aime bien la haine et qui se fait réveiller par ça. Bref, les gars, oh, euh, oh non. moi je connais le joueur. Je vous ai dit. Bon, les gars, on voit que le soleil s'est couché chez Samy. Ouais, Euh, donc, totalement. euh, donc je pense que c'est le bon moment pour finir ce débrief. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur tous nos réseaux sociaux. Allez voir aussi le contenu de Ilian sur TikTok, qui est très qualitatif. Pareil pour la pertinence des tweets de Samy. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Je vous dis à bientôt et allez l'OM. Salut. Allez, l'OM.